Nous sommes avec Rizlan Boukhari, qui est directrice de Famidom. Bonjour Rizlan. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter votre parcours si vous le souhaitez, puis présenter Famidom. Très bien. Alors, Rizlan Boukhari, après une formation scientifique, une licence dans le management de la qualité et une parenthèse professionnelle qui a duré 6 ans dans le monde du bâtiment et des énergies renouvelables, j'ai décidé de reprendre mes études dans le secteur social il y a 5 ans. Donc, je suis aujourd'hui diplômée en tant que cadre travailleur social. Après plusieurs expériences, notamment en EHPAD, en entreprise adaptée, en SPACAD, et des engagements associatifs depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, donc depuis 2 ans et demi, je suis à la direction d'un jeune service d'aide et d'accompagnement à domicile sur Limoges, donc Famidom. Voilà, donc, Famidom a été autorisé depuis 2018 et existe en tant qu'entreprise depuis 2016. D'accord. Les prestations réalisées par Famidom? Alors, comme tout service d'aide et d'accompagnement à domicile, donc on propose des prestations liées au maintien à domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Donc, on les accompagne dans les gestes de la vie quotidienne. Et à côté de ça, on a tout le volet de service à la personne, donc tout ce qui est garde d'enfants, entretien de logement, jardinage, aide administrative, voilà, petit bricolage aussi. J'ai provoqué un peu comment se porte le secteur des services à domicile. Alors, de façon générale ou de notre côté? Bah, les deux, on va faire les deux, de façon générale. De façon générale, je pense que on ne passe pas par une période facile, hein, on va dire ça comme ça. Mais globalement, les gens nous connaissent un petit peu mieux. Voilà, on est un peu plus visible. Donc, quand on pose la question, c'est quoi un service d'aide d'accompagnement à domicile ou c'est quoi une entreprise de service à la personne accompagnée? Aujourd'hui, on peut dire que les gens nous connaissent. Après, on rencontre quand même des difficultés liées au recrutement, tout simplement, liées à la réponse aux besoins, surtout avec la crise. En préparant, vous m'avez dit qu'on pouvait faire mieux dans votre secteur de manière globale. Pourquoi? Oui, alors je dirais que Ouais, nous ouais, pourrions… pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, puis pourquoi on peut faire mieux? On parle Alors, du secteur, bien sûr. oui, bien sûr. Alors, nous pourrions, pour ma part, hein, je pense qu'on pourrait accompagner donc, les personnes âgées dans le respect de leurs envies, de leurs besoins, de leurs habitudes de vie, et leur permettre de rester chez elles le plus longtemps possible et dans de bonnes conditions. On pourrait aller plus loin dans la proposition de nos services et comme ça, on répond non seulement à des besoins immédiats et exprimés, mais aussi jouer un rôle dans la prévention. On pourrait aller sur un rôle de coordination avec et autour de la personne. Voilà, D'accord. donc pour moi, c'est un peu ce qu'on aimerait faire, ce qu'on pourrait faire, mais ce qui n'est pas encore bien Euh, sûr. alors, question évidente pour quelqu'un qui interviewe, c'est qu'est-ce qui empêche? Quels sont les… Alors, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, on remarque quand même des changements, une évolution au niveau des besoins de nos aînés. Les besoins du public changent. Le public évolue, bien sûr, et va continuer d'évoluer avec l'arrivée des baby-boomers, la génération X, la génération Y, dans moins de 30 ans. Un public qui est beaucoup plus exigeant, qui veut avoir le choix. Donc, tout va très vite. Il nous faudra donc être prêts. Il y a aussi des changements, je dirais, qui sont liés au mode d'organisation. C'est vrai que d'un côté, on a l'arrivée des entreprises de services à la personne autorisées, après les indépendants et les associations. Les associations qui ont longtemps porté ce secteur et qui n'étaient pas forcément préparées à l'arrivée de ces nouvelles structures à vocation sociale, à ces nouveaux modèles économiques. Et de l'autre côté, on a les entreprises de services à la personne autorisées qui, quelque part, peinent encore à prouver leur légitimité, à trouver leur place. C'est vrai qu'avec l'autorisation, donc le régime de l'autorisation depuis la loi SV,
Le but, c'était de mieux structurer notre secteur, le secteur du domicile, et de soumettre toutes les structures confondues aux mêmes exigences, aux mêmes garanties. Mais aujourd'hui, c'est encore flou et pas très lisible, je dirais, pour les familles et pour les bénéficiaires. C'est flou, mais alors là, il y a une question qui me vient. Les familles et les bénéficiaires, ils font les différences par exemple, famille d'hommes, quand on voit le mot famille d'hommes, la marque famille d'hommes, on ne se dit pas, tiens, c'est privé ou c'est associatif. Les familles, au début, enfin, privé ou association, vous sentez que c'est un critère pour les familles? Enfin, elles voient la différence? Ben, je dirais que ce n'est pas encore très lisible parce que quand les familles ou quand les bénéficiaires ont besoin d'un service, ben, ils font appel à des gens qui connaissent, à des gens qui sont du secteur. Je dirais, voilà, on va s'orienter plutôt vers des référents autonomie, des professionnels du secteur. Et là, on leur propose bien sûr le listing des structures qui interviennent. Et là, ce qui va peut-être jouer, c'est peut-être le tarif, simplement. Mais de l'autre côté, on a aussi toute une tranche de population qui ne passe pas forcément par les services du département ou par des assistantes sociales parce que ils n'ont pas ou ils n'ont pas l'APA, ils n'ont pas droit à l'APA. Donc là, ils font leur choix en fonction de la proximité, du secteur et de l'image aussi de la structure. D'accord. Ça, on en revient aux changements liés aux générations, enfin au public. Mm. Pour l'instant, les baby boomers sont plutôt les aidants, enfants. Oui. Euh, euh, est-ce que vous voyez des différences, quelle différence vous voyez entre la génération que vous aidez à l'heure actuelle, qui est peut-être plutôt les parents, enfin, en tout cas la génération au-dessus, et est-ce que vous voyez quelle différence entre cette génération actuelle et la génération des baby boomers, et qu'est-ce que ça va changer plus tard, d'après vous? La différence, déjà, c'est lié aux besoins qui sont je dirais, ça va très vite. Les gens ont besoin et veulent avoir le choix. Donc forcément, avant de choisir telle ou telle structure, voilà, ils vont passer un petit peu en boucle tous les services, les avantages, les inconvénients. Ils font le choix. Il y a l'accès au numérique aussi. Euh, qui évolue énormément, on le voit. Donc, tout ça, ça va venir impacter, bien entendu, déjà les besoins et la demande de services en face. Et entre les générations, effectivement, on remarque déjà que les aidants, ils se placent peut-être aujourd'hui en tant qu'aidants, mais ils se disent, mais si c'était moi demain, qu'est-ce que je voudrais, comment je voudrais qu'on m'accompagne. Et ça change par rapport à la population qu'on avait il y a quelques années. Il y a certains qui m'expliquaient que dans son projet, dans 10 ans, enfin, ou 7 ou 10 ans, on va avoir des personnes aidées qui auront été aidantes auparavant et qui seront plus au fait, au courant de l'organisation, qui seront peut-être plus exigeantes, et, enfin, ils rentreront dans les détails. Alors que d'autres qui n'auront pas été aidants vont devoir découvrir cet univers. Tout à fait, parce que c'est vrai que notre secteur aujourd'hui est très disparate. Faut le dire, c'est pas très clair encore, c'est un peu flou. Donc, ce qu'ils voient peut-être aujourd'hui les aidants, c'est qu'on va pas forcément tous dans le même sens. Et ce qu'ils souhaitent, c'est quand leurs parents ou leur conjoint ont un besoin, c'est que la structure en face réponde à ces besoins tels qu'ils sont. Je prends un exemple, par exemple, juste les habitudes de vie. Une personne qui a l'habitude de s'endormir à une heure tardive, le service en face va faire un petit peu en fonction de l'organisation aussi. Et soit on fait le choix de respecter à 100%, je dirais, ce besoin-là et de se dire, très bien, vous avez l'habitude de vous coucher à une heure tardive, nous, on viendra. Toutes les structures ne font pas ça. Et rien que ça, pour moi, ça représente quand même un point essentiel, c'est qu'il faut répondre aux besoins tel qu'il est demandé. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui forcément, parce qu'en fait, si je comprends bien, enfin, si je devine, c'est qu'il y a
c'est qu'il y a d'un côté répondre aux besoins et aux spécificités individuelles des demandes des familles, enfin, puis des personnes aidées. Puis de l'autre, en fait, il y a l'organisation du temps de travail du personnel. Oui, tout à fait. Après, c'est des choix. Quand on fait des recrutements, ben ça, on y pense. Quand on intervient sur un secteur géographique éloigné, ben, il y a des solutions. On fait du recrutement local, on fait tourner les équipes. Il y a des équipes du matin, des équipes du soir, de façon à ce qu'on puisse répondre aux besoins de façon plus adéquate. D'accord. On fera une petite coupure, parce que là, j'étais en train d'écouter et on fera une coupure. Après, il faut parler de... Oui, ah oui, Ah, oui, attends, je reviens un truc. Vous avez employé le terme flou à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui est flou concrètement, que je comprenne bien, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ne soit plus flou, que ce soit clair? ben, ce qui est flou, c'est que les gens aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, comme vous disiez, les personnes, quand ils sont face à un besoin, alors déjà, en règle générale, quand on est face à un besoin, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, on est un petit peu dans l'urgence. Il faut aller très vite, trouver un service d'aide à domicile, soit suite à une sortie d'hospitalisation qui s'est faite un peu dans l'urgence. Donc, voilà, on va faire appel à un service d'aide et on prend un petit peu ce qui se présente dans l'urgence. Et donc, ce qui est flou pour moi, c'est que les personnes n'ont pas accès à l'ensemble ou à toute l'offre de services qui se trouvent sur leur territoire, les différences d'intervention, qu'est-ce que ça implique en question de coût, question de prestation, question de qualité. Voilà, donc tout ça, c'est pas encore lisible. Et puis, c'est vrai, il faut le dire, nous, on le voit un petit peu plus en tant qu'entreprise de service à la personne autorisée. Bah, les gens, ils ont un petit peu cette image de entreprise, ça va être plus cher, entreprise. euh, on- voilà, ils ont un petit peu peur encore, faut le dire. Et même en question de lisibilité, même pour les travailleurs sociaux, pour les professionnels du médico-social, c'est pas encore clair. Parce que pour eux, l'aide à domicile, c'est forcément une association, c'est forcément un CCAS. Voilà, c'est de ce point de vue-là que je dis que c'est pas encore très bien lisible pour l'ensemble de la population. Alors, si vous aviez toutes les manettes, pour rendre le secteur visible et clair, vous feriez quoi? Ouh là là, si j'avais toutes les manettes. Ah oui. Euh, bah déjà, harmoniser les pratiques, il est plus que nécessaire. Déjà, qu'on se met tous d'accord sur le point qui dit pourquoi on est là. Simplement, c'est pourquoi on est là. On est là pour répondre à des besoins avant tout. Donc, il faut qu'on se mette tous d'accord, que ce soit entreprise, association, département, euh, euh, CCAS, donc tous les services publics, les services privés, de se mettre d'accord sur déjà pourquoi on est là, à quoi on vient répondre avec nos services d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc, pour moi, notre rôle, c'est de répondre aux besoins de nos publics. À partir de là, qu'il y ait des différences dans la gestion, dans le management, dans même l'offre de services, ça, je dirais, ça incombe à chacun d'entre nous. Donc, ça, c'est le point de départ pour moi. Euh, Ensuite, si j'avais les manettes, donc c'est déjà, je dirais que à l'ensemble du secteur, qu'il faut arrêter à un moment donné aussi de se lamenter sur des choses qui ne sont pas réalisées. Et là, je fais référence, par exemple, à la loi Grand Âge et Autonomie qui a été ajournée. Euh, je dis, OK, la loi a été ajournée, mais qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, il faut quand même agir dans le cadre de ce qui est encore possible, parce qu'il y a des choses qui sont possibles en dehors du cadre de la loi. Euh, c'est vrai que le point essentiel, aujourd'hui on le sait, c'est que, et tous les rapports qui ont été écrits, qui sont en cours d'écriture, le disent, notre secteur est indispensable. Ça, c'est un fait. Les Français veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Donc, il faut à un moment donné qu'on se mette d'accord sur l'utilité de nos secteurs, euh,
en lien avec les besoins de nos aînés et arrêter un petit peu ces comparaisons sans agir, en fait. Par exemple, on se compare pas mal aux EHPAD. Il ne faut pas oublier que les EHPAD ont pu atteindre quand même quelques-uns de leurs objectifs, bien sûr grâce à une loi, ça c'est un point essentiel, mais aussi grâce à leur union autour de leur fédération qui ont joué un rôle primordial. De notre côté du secteur donc, du domicile, notre secteur connaît quand même encore pas mal de disparités. On a plusieurs fédérations, plusieurs conventions collectives, plusieurs modes de gestion de management, la gouvernance, le mode de tarification n'est pas encore très homogène et très clarifié. Donc, il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là, déjà. D'accord. Et ça, le fait que ce soit très varié, puis divisé pour les fédérations, et puis associations, entreprises, etc., ça c'est ce qui gêne, enfin, c'est ce qui rend flou, enfin, c'est un élément qui rend flou la situation. C'est un élément, effectivement, parmi d'autres qui fait… Je fais référence aux EHPAD. C'est vrai qu'on a plusieurs EHPAD aujourd'hui. On a des EHPAD publics, on a des EHPAD privés. Mais on entend rarement parler de disparités entre, que ce soit les salaires du personnel des EHPAD, le mode de gestion, de tarification. Là, oui, c'est clair parce que ça a été harmonisé. Il y a encore quelques disparités, mais pas comme à l'échelle du domicile. Au domicile, voilà, plusieurs fédérations, plusieurs conventions collectives, ça nous empêche d'être forcément, parce que déjà entre nous, on n'est pas forcément très clair. Donc, je vous laisse imaginer, face à un bénéficiaire qui a besoin, une famille qui a besoin, les gens sont un petit peu perdus parce qu'ils ne savent pas vers quoi s'orienter. Et même d'un point de vue de l'emploi, c'est pas très clair non plus et c'est très disparate, c'est très inégal. Les conventions collectives, on en entend parler ces derniers temps avec l'avenant qui a été amendé. Ça met un petit peu, ça creuse un petit peu plus le fossé, je dirais, entre fédérations déjà, et entre les associations, le public, le privé, et finalement, c'est qui en empathie, je dirais, de cette situation, c'est le bénéficiaire final, en passant par les conditions de travail des salariés. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, faut préciser. Alors, il y a la ministre des Personnes âgées, en fait, l'autonomie des personnes âgées, a annoncé une revalorisation des salaires, si j'ai bien compris, mais pour seulement une partie enfin, dans les faits, il y a une partie des auxiliaires de vie qui aurait une revalorisation, ce serait celle qui serait embauchée par les associations et pas par les acteurs privés. Tout à fait, en laissant un peu sur le bord Voilà. plus de 160 000 auxiliaires de vie et à domicile. Voilà. Et donc, en fait, si je comprends bien votre vision, c'est donc ça va encore accentuer les différences. Et je ne parle pas de ceux qui ont un SIAD et qui sont en face d'un hôpital où il y a une Ségur où la infirmière dit, mais attendez, mais si je traverse la rue, je gagne 180 € ou 90 € de plus, en fait. Donc, en fait, cette différence, en fait, pour vous, ça influence le travail en partie des auxiliaires de vie sur le terrain. Et donc là, ça va avoir un impact sur… ça a un impact sur enfin, ça a une influence sur l'organisation du travail et donc ça a un impact sur les bénéficiaires au final. Automatiquement parce que tout est lié en fait. Tout est lié au financement, bien entendu, parce qu'on veut avoir les moyens, on souhaite avoir les moyens pour mieux accompagner nos bénéficiaires et pour améliorer les conditions de travail de nos salariés. Mais finalement, un salarié aujourd'hui, un professionnel du secteur, on l'a vu avec le Ségur de la santé, dès qu'il y a eu le Ségur de la santé, on a vu partir nos auxiliaires de vie vers les EHPAD. Aujourd'hui, avec la différence de traitement, l'inégalité de traitement entre les secteurs au sein du secteur du domicile, mais entre conventions collectives, ça fera que les professionnels feront leur choix et iront forcément vers le secteur associatif.
je ne dis pas que c'est mauvais, mais quelque part, on a, nous, des salariés qui sont là depuis longtemps, qui ne font pas forcément la différence parce que finalement, les conditions de travail sont convenables. Mais à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a. Les métiers de l'aide à domicile ne sont pas du tout valorisés, ne sont pas mis en avant, sont… comment dire, ils sont pénibles. Il y a quand même cette question de pénibilité et de fatigabilité, que ce soit physique ou psychique. Les gens, c'est tout à fait normal qu'ils aillent chercher un salaire plus intéressant ailleurs. Et très sincèrement, on n'a pas besoin de ça dans notre secteur. On a besoin de s'unir, on a besoin d'harmoniser nos pratiques, nos financements, de façon à ce qu'on réponde tous de la même manière aux besoins. Il n'y a pas de raison qu'une aide à domicile qui travaille pour une entreprise de service à la personne autorisée, qui fait exactement le même travail que celle qui bosse pour une association, ne soit pas payée de la même manière et ne soit pas valorisée de la même manière. Et même, j'irai plus loin, on a aujourd'hui des salariés, parce que vous le savez que dans notre secteur, alors malheureusement, c'est encore un point essentiel, c'est qu'on ne peut pas proposer des temps pleins à tout le monde. Ce qui fait qu'on a des salariés qui travaillent pour des associations et en même temps avec des entreprises de service à la personne. Donc, je vous laisse imaginer un peu. Je n'ose pas imaginer le travail de ceux qui font les plannings dans ces circonstances-là. Je n'ose pas imaginer. Si je vous provoque un peu, le flou, est-ce qu'il ne vient pas du fait qu'il y ait trop d'acteurs sur le terrain? En fait, si on met moins d'acteurs, si on force les fusions, les réorganisations, est-ce que ce n'est pas ça qui va aussi rendre plus clair le secteur? Je vous répondrai que chacun a son utilité aujourd'hui. On n'est jamais assez pour répondre à tous les besoins qui sont aujourd'hui exponentiels. On ne sera jamais assez. Il faut toujours encore du monde. Maintenant, il faut juste se mettre d'accord, effectivement, sur qui fait quoi. Qui joue le rôle de la prévention, qui joue le rôle je dirais, qui joue le rôle du préventif, qui joue le rôle du curatif et qui coordonne tout ça. Je pense qu'on peut être plusieurs, mais si on travaille tous dans le même sens, on arrivera à trouver chacun sa place et chacun son utilité sans se marcher sur les pieds, quelque part. Alors, à Limoges, Femmes d'Hommes, tous ces enjeux, comment vous y faites face, je vais y arriver, et puis qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, Femmes d'Hommes, je dirais que depuis le départ, notre ligne de conduite a été l'écoute et l'adaptation, déjà aux besoins et aux habitudes de vie des personnes. Je pars du principe que nous répondons d'abord à des besoins et non pas à une organisation. Nous nous adaptons au secteur géographique du bénéficiaire en recrutant au plus près. Ça sécurise un peu tout le monde, ça sécurise le bénéficiaire et ça sécurise aussi les déplacements des professionnels. Je dirais que nous ne boudons aucune demande d'intervention, que cela soit lié à l'horaire décalé ou au territoire éloigné. Pour les salariés, nous favorisons bien sûr la sectorisation. Ça rejoint un petit peu le point que j'ai évoqué, donc on recrute au plus près des bénéficiaires et on met aussi en place un système de référence. Donc chez nous, on a des référents, voilà, il n'y a pas, on passe pas chez la même personne je dirais à 36 000. Il y a un système de référence, référent auxiliaire de vie, référent garde d'enfants, et voilà, les gens participent à la vie de l'entreprise dans la mesure du possible. Parce qu'encore une fois, on le sait, les financements ne nous permettent pas de développer ces temps de coordination. C'est pour ça qu'effectivement, on attend à ce qu'il y ait un tarif coordination financé par l'assurance sociale. Ça va venir vraiment nous faciliter le travail et ça va venir faire que nos auxiliaires de vie, nos aides à domicile montent en compétences parce qu'elles le valent bien, je dirais, elles en ont besoin. Donc, et puis se passer du temps ensemble, se rencontrer, échanger et ne pas être isolés. Tout à fait. Ils en ont tout à fait besoin. Mais malheureusement, aujourd'hui, le tarif APA
il faut le dire. Ça permet de payer l'heure d'intervention en elle-même, mais ça ne prend pas en compte ni le trajet, ni le temps de formation, ni ces temps de coordination et d'échange, participer à la vie de l'entreprise en travaillant sur un document ou justement dans le cadre de ce mode de référence qu'on a mis en place. Donc voilà, il y a du travail, mais on essaye tant bien que mal de garder ces temps collectifs. Pour répondre à votre question, au niveau de Famidom, depuis le départ, si vous voulez, on a vite compris que seule l'autorisation du conseil départemental ne suffisait pas pour nous rendre, pour devenir un peu légitime et surtout visible auprès d'un public de personnes âgées en situation de handicap ou même auprès des professionnels du médico-social. Je vous avoue que je pensais un peu naïvement que les bénéficiaires allaient se manifester en nous reconnaissant en tant que service d'aide et d'accompagnement à domicile. Je me disais, après tout, le bénéficiaire fait son choix. Mais cette idée n'a pas vraiment fait long feu, je dirais. On a compris que l'autorisation était là pour certifier quelque part que nous avons des compétences pour accompagner ce public. C'était un peu le diplôme. Mais il fallait ensuite se mettre au travail pour se faire connaître, devenir visible en tant que SAD sur un territoire où déjà plusieurs structures interviennent. Donc, on a créé ça a commencé par créer des liens, des partenariats avec un téléassisteur dans la région, avec les acteurs de l'adaptation de logement, du matériel médical, des infirmiers libéraux, une ergothérapeute pour organiser des ateliers de prévention, un opticien à domicile, bien sûr, sans oublier tous les professionnels de l'emploi, donc BGCOM, Pôle emploi, Cap emploi, et des organismes associatifs comme la plateforme territoriale d'appui pour la gestion des situations complexes dans les domiciles. Et aussi, donc, on a signé des conventions avec la CARSAT, l'Agir Parcours, la Ligue contre le cancer, l'UPSAV. Donc ça nous permet effectivement de répondre à des besoins sans forcément attendre l'arrivée d'un plan d'aide de la part du conseil départemental. On a des liens aussi avec des EHPAD, publics et privés, sur la demande de certaines familles, où on peut intervenir dans des EHPAD pour accompagner leurs parents. On va toujours à la rencontre de maires de communes rurales, de conseillers départementaux, plutôt sur le secteur rural. Certains ont pu nous mettre à disposition des locaux pour favoriser justement le recrutement local ou tout simplement organiser des ateliers de prévention au plus près des personnes. Voilà un petit peu comment on essaye de travailler en synergie un petit peu avec tout le monde. S'il y a une loi grand âge qui est votée, d'après vous, ça changera quoi pour Famidom? Ça changera, ça viendra résoudre quand même beaucoup de problèmes. Ça voudra dire que les pratiques peuvent être harmonisées, qu'on aura plus de financement pour travailler et qu'on arrête un petit peu les disparités dans le secteur, faire en sorte que notre secteur soit uni et qu'on aille tous dans le même sens parce qu'on aura les moyens pour le faire. Et si la loi n'est pas votée? Enfin, s'il n'y a pas de loi plutôt. Si la loi n'est pas votée, elle n'est pas votée, donc il nous faut agir. On ne peut pas rester sans rien faire. Les besoins de nos publics ne font qu'évoluer. Nos salariés ont besoin de voir leurs conditions de travail s'améliorer. Donc, il faut qu'on puisse trouver d'autres moyens pour créer des collaborations simplement à l'échelle locale, à l'échelle même nationale. Il y a des choses à faire. Très sincèrement, afin de mutualiser un petit peu nos moyens, ça ne peut être que bénéfique. Des choses sont possibles au niveau des départements. Là, je reviens par exemple par rapport à l'APA. Il faudra arriver à un mode de financement, je dirais, autre que le plan d'aide APA qui est lié à un volume d'heures. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ça peut être possible en dehors du cadre de la loi. Il faut partir du principe que les besoins des publics sont modulables. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les plans d'aide ne sont pas modulables.
Voilà, vous êtes une personne âgée, on vous octroie un certain nombre d'heures, par exemple, pour le ménage. Mais si pendant un mois, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser toutes les heures pour le ménage, ben, vous ne pouvez pas les moduler pour les utiliser pour autre chose et je trouve ça dommage. On pourra effectivement faire évoluer aussi l'APA ou voilà, les plans d'aide APA en commençant par une évaluation du GIR qui soit un petit peu plus convenable et qui soit dans la prévention. Aujourd'hui, lors de l'évaluation du GIR, il y a des paramètres qui sont pris en compte à un instant T. Par exemple, la présence d'un aidant. Cela va venir, il faudrait qu'on arrive à changer cela parce que cet aidant-là, si dans 2 ans il n'est plus là, ben, ça change la donne. Donc, on n'est pas dans la prévention et dans l'anticipation. Voilà, donc c'est des choses qui sont possibles avec la création de la 5e branche aussi, qui est vraiment une partie de la solution. Ça, on pourra valoriser, et j'espère qu'on va pouvoir le faire pour tout le monde, valoriser les métiers de l'aide à domicile et du soin. On peut, en fait, si vous voulez, sans parler de la loi, je pars du principe que investir dans le domicile, investir dans le secteur du domicile, c'est investir dans l'EHPAD et à l'hôpital, mais le contraire n'est pas vrai. Je m'explique, des personnes qui sont mal accompagnées à domicile arrivent plus vite et souvent dans l'urgence à l'hôpital. Et quand bien même il y a sortie d'hospitalisation, le domicile n'étant pas préparé au retour des personnes, ben, la personne se retrouve un peu à l'EHPAD sans qu'elle l'ait choisi. Donc, je pars du principe que nous donner les moyens nous permettrait d'accompagner convenablement les personnes à domicile jusqu'au bout, ce qu'on sait faire, on peut faire. Ça permettrait aux professionnels de l'EHPAD et à l'hôpital de voir simplement leurs conditions de travail s'améliorer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on souhaite que l'hôpital soigne dans la dignité. On veut accueillir en EHPAD les personnes l'ayant choisi et pour lesquelles l'accompagnement à domicile devient impossible. Donc, voilà, il faut qu'on se donne les moyens de le faire et toujours dans le cadre, je dirais, enfin, hors cadre de la loi, pourquoi ne pas faire évoluer un petit peu nos pratiques en élargissant nos offres de services au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile et nous inscrire pleinement en tant qu'interlocuteurs et acteurs de la silver economy. Tout ça, c'est possible en dehors du cadre de la loi. Ça va venir résoudre pas mal de problématiques financières, simplement. On pourra faire monter en compétence nos auxiliaires de vie parce qu'ils vont jouer un rôle aussi dans la prévention. Voilà, donc c'est pour moi des choses qui sont possibles. Renouer et communiquer davantage avec les services et les conseils départementaux. Créer simplement des partenariats entre SAD, sans parler de façon plus large, pour mutualiser les moyens, mutualiser niveau RH. Et ça, c'est vrai que niveau RH, on a bien vu la limite lors du premier confinement. C'était très compliqué, on manquait de personnel, mais on ne pouvait pas pratiquer ce qu'on appelle un peu le pré-salarial. Mais ça, c'est lié à la problématique des conventions collectives. C'est très compliqué. Et ça, on peut le faire en dehors de la loi. Donc, ça va venir résoudre pas mal de soucis de recrutement, de remplacement. On l'a bien vu et c'était vraiment compliqué pour tout le monde. Mutualiser les moyens pour favoriser la mobilité des auxiliaires de vie, acheter des véhicules à plusieurs, ça reviendrait quand même, c'est plus intéressant que si c'était une seule structure qui le fait. Voilà. Et élargir, comme je disais, vraiment l'offre de services, devenir un peu le guichet unique, que ce soit pour l'autonomie ou la prévention, que le SAD puisse prévenir, proposer des services, faire appel à des partenaires et que les bénéficiaires aient un seul interlocuteur, c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir plusieurs acteurs qui interviennent dans le domicile. Super, merci pour cette vision et ces idées concrètes de solutions.
J'ai retenu dans l'entretien, j'ai retenu l'harmonisation et l'union. C'était Mhm. important dans votre vision. Puis après, bah, toutes les idées. Merci beaucoup. Une conclusion? Je vous en prie. Une conclusion, ben, je dirais que c'est vrai que notre secteur traverse une période compliquée, comme je disais, et on est tous d'accord là-dessus. On rencontre des difficultés de recrutement, répondre aux besoins de nos publics de façon adéquate. Mais il faut le souligner, nous avons la chance quand même d'avoir des équipes dévouées, des aides à domicile formidables qui font leur métier avec envie. C'est vrai que la crise a révélé des faiblesses et des limites des systèmes, que ce soit sanitaire, économique, mais elle a aussi révélé des solidarités et a mis en lumière, je dirais, la valeur et l'utilité de nos services. Nous l'avons compris, nous jouons un rôle dans la prévention, dans la lutte contre l'isolement des personnes et un rôle essentiel dans la réponse aux besoins de nos aînés. Il nous faut continuer dans ce sens, garder en tête pourquoi nous sommes là et souligner le courage de nos aides à domicile sans différenciation aucune et aller plus loin dans la collaboration entre SAD avec l'ensemble des acteurs du médico-social et de la silver economy. Euh, pour ma part, je reste toujours à l'écoute et à la recherche de partenariats, d'échanges. Je dirais même, et je crois vraiment qu'à plusieurs, nous irons plus loin, comme dit le proverbe, mais je dirais même qu'on pourra aller plus vite si on s'y met tous ensemble. Super, merci. Bah, la dernière phrase résume bien ce que j'avais compris. Merci Rizlan Boukari. Je rappelle que vous êtes directrice du SAD Famille d'Hommes. Merci beaucoup. Merci Frédéric.